Aujourd'hui, je reçois une entrepreneuse fantastique qui a pour mission de faire des enfants de meilleurs adultes. Elle est sophrologue depuis 2015, elle a créé la bulle des émotions, un concept d'atelier ritualisé et ludique pour aider les enfants et leurs parents à mieux vivre leurs émotions. Très vite, d'autres sophrologues la rejoignent pour enrichir leur pratique avec des outils. Et aujourd'hui, c'est plus de 270 sophrologues qui forment un réseau engagé en France à l'international, tant et si bien qu'ils ont accompagné plus de 48 000 enfants, oui, 48 000 enfants depuis 2015. Elle est autrice des méditations de la boîte à histoire Mon Petit Morphée, elle est hypnothérapeute, professeure de yoga pour enfants, et elle continue de semer des graines partout où elle passe, avec une mission en tête, c'est de faire des enfants de meilleurs adultes. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lemiour. Bienvenue Sophie. Merci, bienvenue. Merci de m'accueillir et merci pour cette intro. Super. Avec plaisir, avec plaisir. On a échangé juste avant le début du podcast et je trouve ça toujours fantastique, ces entrepreneurs qui viennent combiner une belle entreprise avec toute la partie bien-être. Mais souvent, c'est pas tout le temps facile parce quand on est dans le bien-être, en général, il y a des freins, des peurs d'être visible, peur de vendre, avoir un tarif qui nous honore pour ne citer que celle-là. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à créer cette entreprise qui est internationale avec plus de 48 000 enfants qui sont impactés positivement par l'intermédiaire de tous tes projets? Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une vision très forte. Et moi, ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est ça, c'est de faire des enfants de meilleurs adultes. Et donc, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir si j'allais laisser tomber ou arrêter. C'est toujours ce qui m'a motivée. Et dans tous les choix que j'ai faits, mes choix entrepreneuriaux, je me suis toujours posé la question de est-ce que ça vient nourrir cette vision ou pas. Et je me suis surtout autorisée à faire comme j'en avais envie et comme ce que mon cœur me dictait en tout cas, parce que c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, on entend plein de choses et souvent c'est fait avec beaucoup de bienveillance, hein, on entend beaucoup de conseils et parfois tout et son contraire d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est un petit peu perdu par tout ce qu'on entend et je trouve que c'est important d'avoir un bon ancrage et de se dire ok, c'est quoi moi qui me fait vibrer, c'est quoi mon objectif, où est-ce que je veux aller et de faire en sorte que tous les choix viennent nourrir cette vision-là. Et donc voilà, je crois que c'est ça qui me motive le plus. Donc c'est de la vision forte. En fait, Bon. il y a un terme que je répète aux personnes à qui je parle, c'est d'avoir le courage de ses convictions. Ouais, c'est ça exactement. Et comment t'es arrivé? Parce qu'on parle souvent, tu sais, de vision, de mission, de valeur pour définir justement le branding de son entreprise en général. Et comment est-ce que toi, t'es arrivé à avoir une mission si claire, si limpide, enfin non, une vision. Enfin, parce que là, on a parlé de ta mission, de faire des enfants de meilleurs adultes. Pour toi, c'est quoi la vision? Quelle est la différence pour toi entre ces deux aspects? Entre les deux aspects de quoi? De ma vision et de quoi? Entre vision et mission. Ah, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment. Enfin, oui, il y a une différence, mais la vision, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Enfin, c'est quelque chose qui fait que c'est comme si j'arrivais à visualiser l'objectif, si tu veux. C'est quelque chose qui va me driver, c'est le chemin. Je me dis, ok, cette vision-là, c'est faire des enfants de meilleurs adultes. Je vois exactement comment ça peut être, même si on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, j'ai une image de ça. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la pensée créatrice ou à la loi de l'attraction, c'est un peu ça. Si on dit toujours de visualiser ce qu'on veut pour que ça arrive. Et donc, moi, ma vision, elle est très claire, c'est ça. Et après, la mission, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place à travers ce chemin pour atteindre cet objectif-là. Donc ça peut être ça la différence, tu vois, c'est vraiment de se projeter, de visualiser l'objectif atteint et qu'est-ce que je mets en place pour y aller. Et comment t'es arrivé, toi, à avoir cette vision d'une, et deux, à la rendre aussi claire, simple, limpide? Ouais. Je pense qu'il y a une part de chance aussi, tu sais, de bon timing. Je pense que tout est arrivé au bon moment. Moi, je travaillais dans une entreprise, ça faisait 10 ans que j'étais dans cette boîte. Je travaillais dans une boîte qui était cotée en bourse, une grosse boîte internationale où tout était drivé, en tout cas de plus en plus, par des fichiers Excel, par des objectifs de vente, etc. Et je me reconnaissais plus à travers cette mentalité-là. Je suis tombée enceinte aussi, je suis devenue maman, donc ça a été un vrai déclic. C'est-à-dire que quand je suis devenue maman, pour ceux qui nous écoutent et qui sont devenus parents, on sait que les priorités sont chamboulées, qu'on n'a plus du tout,
tout est remis en question. Moi qui étais très portée sur ma carrière, sur l'envie de réussir, etc., ça a tout rebousculé. Je me suis dit, mais non, mais moi je peux pas partir à 7h tous les matins et rentrer à 20h le soir pour pas voir mon enfant grandir. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire et surtout de voir dans le monde dans lequel on grandissait, de se dire, bah moi j'ai envie de lui donner les bons outils pour qu'il puisse bien grandir, qu'il puisse se sentir bien dans sa peau, qu'il puisse réussir. Alors réussir, c'est un grand mot, hein, réussir sa vie, tout le monde a une définition différente, mais en tout cas qu'il se sente épanoui. Et j'avais déjà à l'époque, je m'intéressais beaucoup au yoga, j'en faisais déjà beaucoup à titre personnel, et donc à l'époque je m'étais dit, bah je vais faire une reconversion, je vais partir en Inde et je vais me former pour être prof de yoga. Ce que je n'ai finalement pas fait. Je suis rentrée en formation de sophrologie, donc en parallèle de mon activité. Je faisais ça les week-ends, un week-end par mois. Je montais sur Paris pour me former. Et je parlais de timing et de chance tout à l'heure. C'est un peu ça. C'est que en fait, quand j'avais pas eu forcément l'objectif de quitter mon boulot tout de suite et de m'installer, mais l'opportunité s'est présentée et du coup, bah voilà, je me suis installée en 2015. Et avec mon enfant en bas âge, qui avait 2 ans, du coup, je me suis dit, enfin c'est naturel en fait, je me suis dit c'est une super méthode, c'est une super technique, ça marche très bien avec les adultes, sauf que bah tel qu'on me l'a appris, ça fonctionne pas vraiment avec les enfants. Va dire à un enfant de 2 ans de s'allonger, de fermer les yeux, de respirer, ça ne marche pas. Et donc je me suis dit bon ok, j'ai envie de travailler avec les enfants et c'est comme ça que j'ai créé la bulle des émotions. J'ai adapté la méthode à eux et pas l'inverse. Extraordinaire. Donc c'est vraiment ce changement de vie, cette période charnière où il y a eu voilà un avant-après. Et ça, et toi, tu t'es autorisé, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est fort. Il y a pas mal de personnes qui, même s'il y a eu du changement à l'extérieur, bah, continuent. Mais toi, je vois cette transition, cette transformation. Et voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui bah, se disent, voilà, elles ont peut-être un rêve, quelque chose qu'elles veulent faire, etc., mais peut-être qu'elles ne se l'autorisent pas encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, voilà, comment s'est passée cette transition? Est-ce que tu as eu des moments, tu vois, où tu avais eu des choix difficiles à faire et tu les as quand même fait parce que tu savais que le jeu en valait la chandelle, tu vois? Je pense qu'on a toujours des doutes à un moment. Moi, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir grandi dans un environnement aimant et encourageant. J'ai grandi avec de la confiance en moi, du coup, parce que mes parents me disaient toujours bravo, on est fiers de toi, tu vas y arriver. Donc je pense qu'on n'est pas tous égaux déjà, et c'est pour ça aussi que ma mission et ma vision, tu vois, elle est là, c'est que je vois bien ce que ça a donné en tout cas sur moi et sur les gens qui ont grandi avec les mêmes valeurs. Donc j'ai eu des doutes malgré tout cet entourage et ces encouragements. J'ai eu des doutes parce que, bah, à un moment donné, moi je passe d'une boîte où je suis cadre, je gagne plus de 3 000 euros net par mois et je vais tout arrêter pour être sophrologue. Donc moi, quand je dis ça à mon DAF, déjà à l'époque, il me dit mais Sophie, tu crois que tu vas réussir à gagner ta vie en devenant sophrologue? C'était juste absurde pour les gens qui me voyaient à l'extérieur. Ils se disaient mais elle va jamais y arriver. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit, je vais pas le faire parce que c'est trop risqué. Je savais qu'il y avait un danger. Il y a parfois, je me posais des questions en me disant, OK, comment je peux faire en sorte de gagner ma vie avec ce métier-là, sachant que c'est très compliqué. J'avais quand même j'avais une connaissance du marché, j'étais quand même lucide sur la difficulté, mais pour autant, je me disais, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et au pire, il se passe quoi? Au pire, ça marche pas. Et je retrouverai du boulot et il y a rien de grave. Et je pense que c'est ça. Il y a une partie de chance. Il y a l'entourage aussi qui est extrêmement aidant. Je trouve que quand il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer et qu'osent pas, faut faire du tri aussi dans ce qu'on reçoit. Parce que les gens vont le dire avec beaucoup de bienveillance et surtout parce qu'ils sont inquiets et qu'ils parlent avec eux leur peur et pour nous protéger ils vont nous dire mais est-ce que t'es sûre? Moi en plus voilà, je venais d'être maman, je le savais pas encore mais j'étais enceinte de la deuxième. Je me suis lancée en 2015, j'ai accouché en avril 2016 quand même, donc voilà, tout c'est vraiment accéléré et les gens avaient peur pour moi en disant mais est-ce que ça va aller? Et j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui m'a encouragée et qui m'a dit bah ok c'est bon on y va, on venait d'acheter une maison en 2014, il m'a dit bah voilà au pire on revend, on repart en appart, c'est pas grave, t'as envie de faire ça, on y va. Donc je pense que j'ai eu l'entourage qui était là aussi, cette confiance je pense que j'ai eu avec laquelle j'ai grandi et puis cette mission et cette vision dont on parlait tout à l'heure qui m'ont boosté, qui m'ont motivé à le faire. Et ça, tu l'as depuis le début, cette vision et cette mission? Ouais, très rapidement parce que comme je te dis, vu que je suis tombée enceinte, enfin j'ai eu mon bébé, mon fils au moment où je me suis reconvertie.
Pour moi, c'était une évidence que je voulais travailler avec les enfants. Et ensuite, quand du coup, je suis partie de l'entreprise où j'étais, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui fait que j'ai pu intégrer une couveuse d'entreprise. Et j'ai une coach incroyable qui a tout de suite décelé en fait le potentiel de mes ateliers. C'est-à-dire qu'à l'époque, je testais déjà mes ateliers pour enfants et j'avais fait des ateliers duo par enfant. Et Marie-Claire, si elle m'écoute, elle le sait, j'ai beaucoup de gratitude pour elle, on échange encore aujourd'hui, me dit, écoute Sophie, t'as un truc à faire avec ces ateliers. Elle me dit, je le sens. Elle me dit, la marque, tu la déposes. Elle me dit, ça, c'est un truc, c'est canon, quoi. Et j'ai écouté son conseil. Et donc voilà, les bons conseils au bon moment. Ça, c'est chouette. Et à travers ce parcours-là, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, quel a été, tu sais, le premier palier que toi, t'as passé où tu t'es dit, bah là, il y a vraiment un truc. Parce qu'elle t'a dit ça, elle t'a apporté cette confiance externe. Mais à quel moment est-ce que toi, en interne, tu t'es dit, ouais, là, il y a vraiment un truc, tu vois. Là, Je sais exactement ce moment parce que j'arrive même à réactiver les sensations dans mon corps. Je me rappelle, j'avais fait un ancrage de ça tellement c'était magique, quoi. C'était énorme. Donc je commence à travailler sur mes ateliers, etc. Et un soir, dans un groupe Facebook de sophrologues, je mets un post en disant, voilà, j'ai créé des ateliers, ça s'appelle La Bulle des émotions, sous la forme d'un contrat de licence de marque. Je vous propose de vous accompagner pour développer ces ateliers avec une méthode et d'avoir aussi une partie marketing communication pour vous aider à développer vos ateliers, à les remplir, parce qu'avoir des beaux ateliers, c'est chouette, mais si personne ne le sait, ça sert à rien. Si vous êtes intéressant, envoyez-moi un mail. Donc ça, c'était en 2017, je pense, parce que ça faisait 2 ans déjà que je bossais sur mes ateliers et que je les avais testés. Je poste la publication. Avant de me coucher, je regarde ma boîte mail et là, je vois 50 mails. 50 mails reçus en quelques heures. Et là, je me rappellerai toujours de cette sensation dans le corps de se dire, oh, il est en train de se passer un truc, ça y est, c'est ça en fait. C'est le moment où tu te sens aligné, où tu dis, mais oui, en fait, tout est là, c'est ça. J'avais envie de faire ça. En plus, il y a une demande, je vois que c'est ça. Et go, quoi, c'est parti. Et ça, ouais, je me rappelle exactement de ce moment-là. Ça, c'est énorme, 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 énorme. Et il y a quelque chose aussi sur lequel voilà, on va revenir, c'est que quand tu as ces moments de succès, de franc succès, globalement, tu as 2 types de personnes. Tu as celles qui surfent la vague, qui disent putain, mais c'est trop bien, c'est toujours ce que je veux, boum, on continue. Et tu as celles pour qui le succès fait peur, tu vois. La peur de réussir. La peur de réussir. Et souvent, quand je pose ces questions-là aux personnes, voilà, en quoi est-ce qu'elles ont peur de réussir, je dis mais non, Gaël, j'ai pas peur de réussir. Ben, elles s'en rendent pas compte, tu vois. C'est encore ça, c'est inconscient. Et toi, t'étais dans lequel des 2 camps? Moi, j'étais dans le premier camp en me disant trop bien, j'y vais, les feux sont au vert, on y va à fond. Et encore une fois, il y a rien à perdre. Moi, j'ai quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, c'est qui ne tente rien à rien. Donc, je suis bélier, je suis fonceuse. Enfin, j'ai toujours été, voilà, qui ne tente rien à rien. Au pire des cas, je trouverai toujours des solutions. Je pense que c'est la peur de réussir, elle est vraiment là aussi chez les personnes. Ça peut freiner. Alors encore une fois, je pense que c'est intéressant d'être bien accompagné à ce moment-là. Je pense qu'il y a des choses aussi qui font que ça nous appartient pas. Les personnes que j'accompagne, moi, qu'on peur de réussir ou qu'on peur de l'échec, c'est souvent des personnes qui ont été il y a des croyances qui sont là ancrées depuis l'enfance par rapport à peut-être des expériences des parents ou de ce qu'on a dit ou ce qu'on a vécu ou ce qu'on a vu. Souvent, ça nous appartient pas. Hein, c'est pas quelque chose, voilà, qui est en nous. D'ailleurs, moi, j'accompagne. Enfin, je propose vraiment. J'encourage les gens à se faire accompagner parce que ça, c'est des blocages qui peuvent se lever facilement, notamment avec l'hypnose. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs justement pour lever les blocages, pour passer à l'action parce que la plupart du temps, on se rend compte que ça leur appartient pas et qu'il faut juste se nettoyer de tout ça, se libérer un peu de ce boulet qu'on traîne pour pouvoir oser s'épanouir. Donc voilà, qui ne tente rien à rien. Moi, j'y suis allée et je regrette pas surtout. Je regrette absolument pas. Carrément. Non mais c'est super ce que tu dis, tu vois, le qui ne tente rien. Moi, je suis vraiment avec mon histoire personnelle, je suis vraiment dans mon objectif, c'est de venir élever les entrepreneurs, tu vois. Mais de les faire élever les faire monter, tu vois. Je ne me fais pas un élevage d'entrepreneurs. Et ce qui est énorme, parce qu'en fait, je vois, toutes les personnes ont un potentiel qui est extraordinaire, mais souvent, je trouve ce potentiel, il est étouffé par trois choses. T'en as parlé d'un, pour moi, c'est l'école, qui dit, il y a des enfants qui sont pleins de joie, pleins d'énergie, de s'asseoir et de rien dire pendant des heures et des heures, et d'être calme.
2, la société qui aime bien mettre les gens dans des cases et surtout qu'il faut bien y rester. Et 3, la famille qui, sous couvert de bienveillance, dit mais prends pas trop de risques, Mm. te sois pas trop visible, et qu'est-ce qui va se passer si, etc., etc., etc. Donc toi, t'as pas vraiment eu ça sur la partie familiale. Ce que je comprends, c'est que Mm. ta famille, elle est très soutenante, très aidante. Et est-ce que tu as eu d'autres, voilà, influences extérieures qui pouvaient être décourageantes, si je puis dire? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu as été amené à surfer ça pour les dégager, puis continuer à avancer? Pas forcément des choses décourageantes, mais peut-être des jugements. Alors pareil, je pense que c'était fait avec beaucoup de bienveillance, mais de me dire, mais en fait, t'es plus influenceuse que sophrologue. Tiens, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Mais t'en as pas marre de poster tout le temps, ça sert à rien. Mais en fait, ça te plaît de te faire voir. T'as pas envie d'un petit truc tranquille, quoi. Ou une fois, on m'a dit, mais en fait, tu peux pas t'empêcher, quoi. C'est-à-dire que il faut toujours que tu fasses plus. Tu pouvais pas te contenter d'être sophro. Il a fallu que tu sois là. Donc ça, je sais que c'est dit parfois avec beaucoup de gentillesse. C'est des gens que je connais depuis longtemps. Souvent, c'est des amis proches, etc. Ça me décourage pas parce que moi, je sais ce que. Enfin, encore une fois, je pense que je suis assez droite dans mes baskets et je sais là où je veux aller. Donc j'entends tout ça et surtout, je comprends. Mais je sais aussi que ça m'appartient pas et que c'est leur peur à eux qu'ils expriment parce que ces gens qui me disent ça, c'est des gens qu'osent pas se montrer sur les réseaux, puis qui n'ont pas lieu de le faire d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui est pas entrepreneur, effectivement, il va pas poster des reels toutes les semaines. Et donc je comprends ce décalage, je comprends cette impréhension, donc je le prends pas de face en me disant bon bah ça me décourage, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je peux pas faire ça. Et je pense que globalement, malgré tout, toutes ces remarques je vois beaucoup de respect et d'admiration aussi dans leur regard. Tu vois, c'est un peu, ouais, en fait, je te dis ça, mais moi, je serais juste incapable de faire ce que tu as fait. Donc, bravo. Et ça, j'ai encore une fois beaucoup de chance aussi d'être bien entourée. Mais ça, c'est un tri qu'on fait aussi naturellement à un moment. Hein. C'est que moi, les gens que j'ai dans mon entourage et que j'ai autour de moi, c'est des gens qui me portent aussi. On dit toujours qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Et moi, je suis beaucoup dans l'entraide, le partage, la bienveillance. Voilà, j'aime apporter beaucoup, aider, et je pense que voilà, les gens qui sont autour de moi m'apportent les mêmes choses aussi. Magnifique, magnifique. Ouais, tu connais la métaphore du panier de crabe? Non, alors rappelle-moi, oui, j'en ai déjà entendu parler, mais Ouais. La métaphore du panier de crabe, c'est quand tu mets des crabes, tu sais, enfin, les paniers de crabes, ils sont ouverts. En fait, ce qui se ouais, passe, c'est quand tu mets des crabes dans un. Et donc, le panier, que le premier crabe rentre dans le panier, il y en a d'autres qui vont venir. Et ensuite, dès qu'il y a un des crabes qui est dedans, qui essaye de partir, il va se faire tirer par les autres crabes. Et souvent, c'est ça, tu vois. Moi, il y a quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins. Tu vois, c'est l'objectif de la moyenne, tu vois. mm, Et ouais. et là, enfin, je dirais même pas la médiocrité, tu vois, c'est juste, bah, on est moyen, et puis si on est un peu mieux, bah, les gens ils sont pas contents, et puis si on est moins bon, bah, ils se font taper dessus aussi, tu vois, c'est une sorte de lutte des classes un peu comme ça, tu vois. Ouais, alors au-delà de ça, moi je vois plus ça comme se contenter soi-même, tu vois, c'est pas une question d'être bon, meilleur ou moins bon, c'est comment nous on se sent avec soi. Et moi je trouve ça hyper frustrant de voir des personnes qui ont plein de qualités, plein de talents et qui n'osent pas par des peurs. Et moi je dis toujours les choix, tu vois, ils sont toujours dictés par deux choses, c'est le cœur ou la peur, hein, l'amour ou la peur. Et à chaque fois qu'on prend une décision, c'est se dire ok, c'est quoi qui est en train de driver ça? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Donc tu vois, je vais pas faire ça parce que si jamais il se passe ça ou je fais ça pour éviter ça, etc. Là, on est sur la peur. Par contre, si je dis moi je veux faire ça parce que mon but c'est ça, parce que ça va m'apporter du plaisir, parce que j'ai envie de le faire et pas je dois le faire, ça fait toute la différence aussi. Et donc je pense qu'à partir du moment qu'on est aligné, il faut s'autoriser à accéder à cet alignement, à ce bonheur de faire. Enfin, moi, je veux dire, je me lève tous les matins, j'ai pas l'impression d'aller bosser. Pourtant, je bosse des heures. Je suis une bosseuse vraiment parce que je fais plein de choses. Hein. J'ai la casquette d'entrepreneur. J'ai quand même un réseau de 270 sophrologues à gérer. J'ai une communauté de sophro ouverte à côté. J'ai encore 2 matinées de consultation par semaine en cabinet. J'anime mes ateliers. J'ai ma formation sophrop. Je suis sur les réseaux. Enfin, je suis maman de 2 enfants. Je suis la femme de mon chéri. Donc, j'ai quand même plein de choses à gérer. Donc, je suis une grosse bosseuse. Mais je trouve qu'à partir du moment qu'on fait quelque chose qui nous anime, qu'on aime profondément, bah, il y a pas de souci. Enfin, tu vois, moi, je le fais volontiers et j'ai pas l'impression d'aller bosser tous les matins, quoi. Ouais, je comprends, non, donc c'est le cœur ou la peur. Et aujourd'hui, donc si on en revient plus, voilà, là maintenant, en termes
de développement de ton entreprise. Donc là, on voit 270 sophrologues dans ton réseau, plus de 48 000 enfants accompagnés. C'était quoi pour toi maintenant? Parce que du coup, les challenges doivent être complètement différents là maintenant que d'il y a 10 ans en arrière quand tu t'étais lancé. C'est quoi en ce moment les challenges que tu vis où tu as un petit peu ce peur ou le cœur ou la peur? Ça, j'adore cette expression que tu as vécu récemment. Alors, les challenges, c'est plus par rapport à ma clientèle cible. C'est-à-dire que moi, les formations, enfin, ce qui m'apporte le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est la formation sophrologue, puisque je forme les sophrologues à ma méthode. Donc là, j'en ai 270 aujourd'hui sous contrat de licence de marque, mais j'en ai formé plus de 500 depuis le début. Parce que malheureusement, c'est une réalité économique. Les sophrologues n'arrivent pas à vivre de leur activité. Il y a seulement 17% qui arrivent à générer plus d'un SMIC par mois. Donc, j'ai des personnes qui sont rentrées dans la bulle et qui ont arrêté parce qu'elles ont arrêté leur activité de sophro, quoi. Donc, mon vrai défi aujourd'hui est toujours pour venir nourrir cette vision et cet objectif de faire des enfants de meilleurs adultes, c'est de faire en sorte que les sophrologues arrivent à se professionnaliser, à avoir une meilleure image, parce qu'aujourd'hui, la sophrologie, ça reste quelque chose d'encore très flou. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que c'est. Il y a encore beaucoup d'amalgames. Il y a des gens qui pensent que c'est sectaire, que c'est spirituel, que c'est en lien avec la religion, alors que pas du tout. Et c'est de notre responsabilité, sophrologue, de faire voir ce que c'est et en tout cas d'avoir une image professionnelle. Et aujourd'hui, force est de constater que les sophrologues ne sont pas des marketeuses, ne sont pas des pros de la communication, et on a des sites parfois qui font un peu peur, ou en tout cas qui donnent pas forcément envie ou qui rassurent pas. On a des présences en ligne qui sont très aléatoires, et moi, mon défi aujourd'hui, c'est d'accompagner les sophrologues pour qu'elles aient une meilleure visibilité, pour que la sophrologie devienne une évidence pour tous dès la plus tendre enfance, et notamment auprès des écoles. Nous, on intervient beaucoup aussi auprès des écoles et auprès des enseignants. Et c'est ça le principal défi. Moi, je veux vraiment accompagner les sophros pour leur apprendre à développer leur activité, développer leur visibilité, sans perdre leur qui elles sont, sans perdre leurs racines, sans se dénaturer, en restant authentique, et de pouvoir attirer la clientèle idéale, parce qu'elles ont plein de talents, elles ont plein de compétences, elles peuvent aider plein de personnes, sauf qu'elles disent qu'elles font de la sophro. Et ça parle pas aux gens, il faut qu'elles parlent de la transformation, de comment elles vont aider les clients. Et ça, je les aide avec mon programme Sophrop, justement, à mieux communiquer, à prendre un positionnement unique sur le marché pour pouvoir vraiment vivre de leur activité. Là, je te rejoins à 100%. C'est quand tu vends, et je vois, moi, c'est comme ça que je suis venu à la sophrologie. J'avais jamais idée, ça m'est jamais traversé la tête d'aller faire de la sophrologie. Par contre, j'ai pris un programme qui avait un autre objectif, et en fait, il me parlait jamais des outils. Il me dit, ouais, Gaël, ça c'est de la sophrologie. Je dis, j'ai fait de la sophrologie du coup. Exactement. Et ça, c'est souvent, moi, c'est ce que j'appelle, tu vois, le syndrome de l'expert. Quand je bosse avec les consultants, c'est en fait, ils vont te dire toutes les formations. En fait, ils sont rassurés par la formation. Ils disent, si je fais suffisamment de formation, les gens ils vont voir que je suis suffisamment bon et ils vont prendre mes services. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. C'est comment est-ce que tu vas apporter des bénéfices à la personne qui est en face de toi et comment tu viens packager ton expertise de telle sorte. En gros, c'est simple. Quand tu vas chez le garagiste pour faire une vidange, il te dit pas, moi j'ai des marteaux, j'ai des tournevis et puis j'ai des bidons d'huile. Ils disent non, toi tu veux une vidange, c'est la même chose. Comment tu peux vidanger? Comment être le vidangeur des émotions, quoi? La métaphore un peu poussée. Non, mais c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sophrologues qui se forment. D'ailleurs, elles ont aucun problème à investir de l'argent dans la formation de pratique parce que ça les rassure, parce que comme tu dis, il y a le syndrome de l'expert, donc on a envie d'afficher, on a envie de prouver aux gens qu'on est formé, qu'on est compétent. Sauf que moi, je leur dis toujours, soit un médicament, pas une vitamine, soit le Doliprane ne soit pas je sais pas quelle vitamine, le BK, je sais pas quoi. Les gens, ils viennent consulter, ils recherchent un expert quand ils ont un problème. Donc, plutôt que de parler, effectivement, là, tu parlais de la vidange, mais même au-delà de chercher une vidange pour la voiture, c'est ma voiture ne fonctionne plus. J'ai besoin de me déplacer, elle fonctionne plus. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un problème de vidange. Peu importe, moi je veux juste que ma voiture elle fonctionne, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est en ça que je les accompagne aussi, les sophros, c'est de trouver un positionnement et de se nicher, de se spécialiser, parce que quand tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Et la plupart des sophros, quand tu les recherches, elles vont te dire, moi je suis sophrologue enfant, ado, adulte. J'accompagne pour le stress, la préparation mentale, les douleurs chroniques. Et en fait,
moi je leur dis toujours, si t'as une rage de dents, tu vas pas aller voir ton généraliste, tu vas aller chez le dentiste. Et pour qu'elles soient choisies par leur clientèle, c'est important d'afficher clairement qui elles accompagnent. Et voilà, c'est un vrai chemin, hein, c'est pas évident, mais c'est le défi d'aujourd'hui. Ah bah ça c'est... Mais ça en fait c'est un peu... C'est dans toutes les... Comment dirais-je? Je pense que c'est... Enfin, concrètement, c'est à part depuis la fin de Covid, il y a de plus en plus de personnes qui se sont mises à leur compte. Il y a aux États-Unis, ils appellent ça la gig economy, gig GIG. C'est l'économie par contrat, si tu veux. Un gig, c'est un terme qui est utilisé quand tu fais des concerts. Le gig, c'est un concert, donc c'est quand toi tu as presté, si tu veux. Et donc il y a cette économie-là qui explose. Donc ça veut dire que tu as des personnes qui sont très fortement, très compétentes sur leur expertise, mais pas ni en marketing ni en vente. Et leur faire comprendre l'importance du ciblage, de la spécificité, c'est tellement important. Tu vois, c'est Dale Carnegie qui disait dans son livre How to Win People comment influencer les gens et se faire des amis. Je me souviens plus exactement tu connais le titre de tête? Bref, ce titre-là, il expliquait, les gens, ils aiment 3 choses. Ils aiment qu'on les respecte, qu'on parle d'eux et de leurs besoins uniques, et 3, ils pensent tous qu'ils sont uniques et différents des autres. Et donc, en fait, on a ce que les gens veulent, mais ensuite, les business se disent, bah non, j'ai peur de rater des opportunités. Ouais, de se fermer des portes, alors que pas du tout. Au contraire, moi, je suis spécialisée enfant, c'est clairement indiqué. Ça fait 10 ans maintenant avec la bulle. Je veux dire, je suis clairement connue pour ça. Et pour autant, j'ai autant d'adultes en cabinet que d'enfants. Donc, ça veut juste dire que les gens qui vont chercher une sophrologue pour enfants, ils vont venir me voir moi et pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux autres. Et c'est important aussi. Là, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de savoir communiquer ou pas, même si on a des compétences, parce que le pire aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de compétences en marketing, en communication, et qui vont vendre des choses pour lesquelles ils sont pas compétents. Combien de fois on voit des gens qui vendent des choses, mais c'est du bullshit, quoi. Il y a rien, c'est vide, c'est du vent, et on se dit, mais comment on peut vendre un truc comme ça à ce prix-là, alors qu'il y a des personnes tellement compétentes, qui ont tellement de choses à partager, et qui n'arrivent juste pas à créer ce paquet cadeau, en fait. Tu vois, le packaging de vente. Et ça, je trouve ça super dommage. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 80% des gens font des recherches de prestataires sur les réseaux, c'est même en train de détrôner Google. Je veux dire, les sophrologues, il est temps d'y aller. Il faut se mettre sur Instagram, il faut se mettre, en tout cas sur les réseaux, là où est la clientèle idéale. Mais il est temps de se mettre en ligne et de le faire bien. Et ça s'invente pas. On peut pas le faire tout seul. Il faut se faire accompagner. Oui, enfin, je dirais ça coule de source. Oui, ça coule de source quand tu t'es déjà fait accompagner. Et c'est ça, tu vois, j'ai une expression qui dit tu peux pas pêcher des brochets dans des lacs à truites. Donc si t'es pas là où tes clients sont, ça va être très compliqué de les obtenir. Si tu vas accompagner des ados et que tu es sur LinkedIn, ça va pas donner grand chose, quoi. Donc, non, effectivement, faut aller là où il y a son client. C'est ça, exactement. Et souvent, c'est juste un petit pas de côté. C'est les 3 M. Un marché sur un média avec un message. Et quand tu changes de média, c'est une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu changes de média, ton message doit changer parce que les gens parlent différemment, ont une compréhension différente. Je te donne un exemple simple. L'année dernière, quand je faisais le marketing de mon mastermind, je le faisais sur LinkedIn. Sur LinkedIn, pour les gens, mastermind, c'est un jeu de société. Et j'étais là, ah ouais, c'est pas ça que je parle. Alors que tu vois, par exemple, sur Insta, ça va être plus connu comme terme, mastermind, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, chaque média que tu veux utiliser a ses mots particuliers, son approche, sa mentalité, sa manière de faire, ce qui s'appelle une sophistication du marché. Est-ce que le marché, il est aware? Est-ce qu'il est pas aware? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est pas conscient de ce que tu fais? De leurs problèmes, des solutions qui existent, etc. Et donc, c'est à toi, en tant que que sophrologue dans ton cas, dans mon cas de consultant, d'adapter ce que tu vas dire pour ces personnes-là. Bien sûr. Et d'utiliser les mots qu'ils comprennent aussi. Hein. Moi, les sophrologues, pour la plupart, elles sont pas du tout
digitalisé. Alors je dis pour la plupart, j'aime pas faire des généralités, mais c'est vrai que 90% des sophrologues que j'ai au téléphone me disent moi l'informatique, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Alors forcément, si je leur dis oui, bah t'as qu'à faire un mini chat ou tu fais une automatisation ou tu m'envoies un DM, rien que ça, envoie-moi un DM. C'est quoi un DM? Donc il faut aussi adapter son message pour que sa cliente idéale puisse comprendre. Et c'est hyper important. Mais ça va être il y a un gouffre qui est en train de se créer. Tu vois, quand tu te dis qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, là, il y a les agents IA. Je sais pas si tu as vu cette nouvelle révolution qui vient d'arriver là. Mm. Truc qui fait ça tout seul. Tu te dis, il y a des gens qui sont pas encore à l'aise. Tu vois, tu as encore des entreprises de transition numérique, tu vois. Et là, tu te dis, mais il y a un gouffre entre les boîtes bah, qui sont à l'ère du temps avec l'intelligence artificielle, les agents IA, et tu as celles qui font encore tout sur papier ou au crayon de papier. Tu vois. Ouais. C'est ouf. Et les sophrologues sont beaucoup là-dedans, même en consulte. Hein. Moi, j'ai tout numérisé et digitalisé depuis un moment. Elles sont pour la plupart toujours avec leurs fiches, etc. Et l'IA, moi, je l'intègre beaucoup dans la formation parce que je trouve ça important aussi de s'y mettre. Et je leur donne les bons prompts aussi pour que la création de contenu soit pas quelque chose d'épuisant et de chronophage. J'ai même créé une méthode pour créer 2 ans d'idées de contenu en 2 heures, tu vois. Donc, avec l'IA, en travaillant bien sur le positionnement, ses piliers, etc. Donc, je leur prémâche en tout cas le travail pour que ça leur prenne le moins de temps possible et qu'elles puissent malgré tout, malgré le rejet de tout ça, puissent avoir une présence en ligne authentique et de pouvoir jouer le même jeu que tout le monde, quoi. Parce que sinon, elles restent. J'ai toujours l'image du train de la digitalisation, tu vois, qui est en marche, qui est déjà parti. C'est à quel moment tu sautes dedans, quoi. Il n'est pas encore trop tard, mais presque. Vas-y vite, quoi. C'est important. Et ça, tu vois, c'est assez incroyable, tu vois, de voir qu'il y a cette résistance au changement, tu vois. Mm. C'est-à-dire, ouais, ça arrive, oui, mais alors il peut y avoir des peurs, mais jusque quand? Et quand tu sautes, tu vois, c'est un peu comme les gens qui ont peur de la crypto. Bah, la crypto, s'ils peuvent en avoir peur ou pas, là, a priori, il y a l'euro numérique qui devrait pas tarder à Mm. arriver. Bon, ça, après, c'est encore une autre. Ça, c'est encore un autre Non, débat. mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de résistance, mais comme tous les gros changements, hein, je pense qu'à l'époque où on roulait en calèche à chevaux, quand les voitures sont arrivées, pareil, il y en a qui ont dû dire, non mais c'est quoi ce truc, jamais je monterai là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, il y a l'évolution qui est là. Et puis il y a aussi la peur, je pense, qui fait que parfois elle se conforte dans l'idée que bah non, moi je fais des flyers, je fais des affiches et ça suffit, j'ai assez de clients en cabinet, et bah tant mieux si ça marche, hein, honnêtement, ok, tant mieux. Puis il y en a d'autres qui vont me dire bah ouais mais moi j'ai posté la dernière fois c'était la journée mondiale du sommeil, j'ai fait un post, bah ça m'a ramené personne. Hein. Bah oui, parce que tu sais pas en un poste que ça marche. Moi, je dis toujours patience, régularité, persévérance. Il faut faire doucement, mais sûrement. Et il faut pas être trop impatiente. Les résultats, ils arrivent, mais il faut un moment. Moi, avant d'avoir 22 000 followers sur Instagram, je suis passée aussi par moins de 100, 200, 500, 1000, 5000. Je veux dire, ça a pris du temps aussi, mais parce que j'ai créé des publications qui résonnaient avec mon audience. Je parlais de leur point de douleur, je leur apportais de vraies solutions. Je leur parlais pas de sophro, mais de comment faire des enfants de meilleurs adultes, comment vivre leurs émotions. Je donne des vrais outils. Et puis surtout, j'ai été régulière, c'est-à-dire que j'ai posté régulièrement et sans m'épuiser parce que j'ai trouvé une méthode de création de contenu qui m'a permis de tenir sur la longueur. Et les gens, il faut pas oublier qu'ils achètent quand ils ont confiance. Et donc, on peut pas dire, je suis sophrologue, appelle-moi, je te propose une séance à 50 € pour gérer ton stress. Ça ne fonctionne pas. Les gens, ils ont besoin de connaître qui tu es, comment tu es, si en plus, avec la sophro, je veux dire, il y a la voix qui est hyper importante. Tu vois, enfin moi, particulièrement, j'ai une sensibilité à la voix, au sens de manière générale, et je pourrais pas aller voir une sophrologue si la voix me va pas, j'arriverais pas à me détendre. Donc, je leur dis toujours, mais c'est hyper important d'avoir un produit gratuit aussi, un truc à télécharger comme un audio pour tester une séance ou un lead magnet sur un sujet en particulier sur lequel elles sont expertes. Les gens n'achètent que s'ils ont confiance. Et donc ça, c'est hyper important. Et même aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ça, avec les réseaux sociaux, ça a déjà commencé à changer avec les algorithmes. C'est-à-dire qu'avant, Instagram nous montrait aux gens qui nous suivaient. Donc on pouvait alimenter cette confiance. Sauf qu'aujourd'hui, ils nous font voir d'abord à des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est encore plus compliqué aujourd'hui de vendre et d'instaurer de la confiance sur les réseaux. Donc voilà, après il y a d'autres solutions. Hein. J'ai encore eu un call tout à l'heure avec une sophrologue. Je lui ai dit mais créer une communauté en fait, un groupe. Elle accompagne les femmes en préménopause et je lui ai dit bah créer un groupe sur ce sujet-là. Et je pense que les communautés c'est quand même le truc à faire aujourd'hui aussi pour pouvoir partager et apporter beaucoup de confiance. À fond. Et c'est même encore facilité avec ce qui s'est passé et cette évolution sur les réseaux c'est depuis TikTok qui a changé
le game des algorithmes où tu passais avant de communauté centrique, donc où tu étais tout le temps montré à ta communauté, à intérêt centrique, tu vois. Exactement. Si ça fait sens. Donc maintenant, les algos sont plus axés sur te montrer ce qui va t'intéresser plutôt que ce que les gens que tu connaisses vont publier. Exactement. Alors ça veut pas dire que ça marche plus, c'est toujours intéressant et il faut l'être. Mais aujourd'hui, il faut peut-être que dans le tunnel de vente, tu vois, cette visibilité qu'on peut avoir maintenant sur les gens qui ne connaissent pas, les amener peut-être vers une communauté plus privée. Moi, j'ai ouvert ma communauté Sophrospot là au 1er mars où j'ai déjà 270 sophrologues qui nous ont rejoints, cette communauté gratuite pour les sophrologues pour échanger sur leurs pratiques. J'y anime des masterclass gratuites. J'invite des experts à parler de sujets particuliers. Mais je trouve ça hyper important parce que finalement, c'est dans ces communautés qu'on a confiance, qu'on s'entraide et je suis sûre que si demain je sors une nouvelle offre et que j'en parle à ma communauté versus les réseaux sociaux, je vais faire beaucoup plus de ventes dans ma communauté que sur les réseaux. Et encore moins si je le fais en flyer d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est important aussi je pense que le marché il bouge vraiment beaucoup. Et c'est important de se mettre au fait, d'être au courant de ce qui se passe. Et si on n'a pas le temps, nous, d'aller chercher ça, il faut suivre en tout cas, ou d'avoir un mentor ou quelqu'un en qui on a confiance et qui peut nous tenir au courant de ce qu'il faut faire ou pas faire. Tu vois, des changements. Je pense que c'est important aussi de savoir ce qui se passe, quoi. Ça, c'est essentiel. En fait, c'est pas que c'est moins bien ou mieux ou autre, c'est que juste les choses changent, les choses évoluent. La manière dont les gens vont consommer le contenu et les réseaux, elle évolue également, parce que les algorithmes vont être amenés à changer. Et c'est de savoir comment s'adapter. Tu vois, j'étais dans une conférence la semaine. Moi, je suis LinkedIn exclusivement. Quand je suis donc les nouvelles mises à jour de LinkedIn, bon bah tu te rends compte, il y a des formats qui sont sous-exploités, mais qui font 200%. Et je crois le chiffre exact, c'est 216% de résultats en plus que la moyenne des autres trucs. Et tu fais, mais je vais commencer à faire ça. Bah oui, quand les shorts vidéos sont arrivés sur LinkedIn, par exemple, c'était voilà, il fallait y aller, quoi. Tu sais que LinkedIn aujourd'hui, c'est la plateforme où tu as le plus d'engagement et où il y a le plus de visibilité, de durée de vue sur les shorts. Il y a de la longue traîne, ouais. Ah, tu fais, mais c'est un truc incroyable, quoi. C'est incroyable. Et comme tu dis, si t'es pas accompagné, t'es tout seul à travers ce milieu-là, et puis tu te bats avec tes petits points pour essayer de t'en sortir, tu vois. Et et je veux dire, il y a un point qui est clé dans tout ça, qui est clé, dont on parle. Moi, jamais, enfin, je l'entends très rarement cité. Tu vois, je vais dire, tu vas entendre automatisation, tu vas entendre intelligence artificielle, tu vas entendre faites des publications, etc., etc. Mais il y a un point qui est oublié, c'est la créativité. Pour moi, c'est ce qui va faire la différence entre des campagnes qui te ramènent des rendez-vous et des campagnes qui font un flop. Et c'est souvent les gens sont tellement obnubilés par soit copier, soit automatiser, soit juste publier qu'ils vont en oublier. Copier-coller un chat GPT, un post de BIA sans revenir dessus. Oui, c'est hyper important. Mais encore une fois, c'est ce qui fait que tu peux te différencier, c'est en mettant ta créativité, ta patte. Il faut pas essayer de faire comme les autres. On peut s'inspirer évidemment, mais il faut aussi se faire confiance et sois toi-même, quoi. Tous les autres sont déjà pris, tu vois. C'est vraiment d'aller mettre sa patte. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais sur comment mince, je ne sais plus, j'ai perdu l'idée. Bon c'est pas grave, ça va me revenir après. Mais oui, de travailler l'authenticité, la créativité, ça c'est hyper important. C'est hyper important de pouvoir s'autoriser à faire. Et puis on entend tellement de choses à droite, à gauche, il faut faire comme ci, comme ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et surtout, de pas choisir 15 000 personnes qu'on va suivre parce qu'on va vite être perdu dans le message. Moi, il y a un truc. Je parlais tout à l'heure, tu vois, des gens qui savent très bien vendre, mais derrière, c'est pas hyper qualitatif. Il y a quelque chose aussi qu'il faut voir, c'est que moi, j'essaye toujours de travailler. J'ai toujours choisi mes formations comme ça. C'est, je vais travailler avec ceux qui montrent ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire, développe ton compte Instagram, développe ta visibilité. Et quand tu vas sur son compte, il a 1000 followers.
bon bah moi je me dis ok, il peut avoir l'excuse de bah moi je travaille pour les autres et donc j'ai pas le temps pour moi, mais je trouve que tu dois d'abord montrer le résultat sur toi pour pouvoir accompagner les autres et que les autres te fassent confiance. Et je pense que c'est en ça aussi où les sophrologues me font confiance, c'est que je suis passée par là. Je suis une sophrologue qui a débuté, je suis une sophrologue qui a galéré aussi, qui a fait plein d'erreurs parce qu'au départ je voulais pas me spécialiser, j'avais peur de me fermer des portes. Mais aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et après 10 ans, et aujourd'hui, je sais transmettre ça et je prouve et je montre que je sais faire. Parce qu'aujourd'hui, je digitalise. Aujourd'hui, je suis présente sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis médiatisée. Voilà. Et aujourd'hui, si j'ai du passage télé, radio, podcast, etc., c'est parce que je suis présente en ligne. C'est parce qu'on me trouve. Et donc, toujours faire confiance à ceux qui montrent, qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est important. Ça, c'est essentiel. Donc, ouais, top. Merci pour cette précision. On a une tradition dans le podcast, c'est que j'ai posé une question à un autre invité. Aïe. Et tu ne la connais pas, je suis le seul à la connaître, et l'invité. Mais encore, l'invité ne sait pas que je vais la poser ici. Et sa question est, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu et qui t'a permis d'augmenter les résultats de ton entreprise ? Je crois que, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'était ma coach à l'époque qui m'a proposé de déposer la marque et du coup, le système économique que j'ai choisi m'a permis de scaler rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai un système de contrat de licence de marque à travers lequel je vends une formation et j'ai une cotisation annuelle pour pouvoir utiliser la marque. Donc, toutes les sophrologues qui rentrent dans mon réseau me payent la formation et après me versent tous les ans une cotisation pour rester dans le réseau. Donc, ça m'a permis d'avoir une récurrence au niveau des revenus. Et d'avoir créé cette communauté aussi fait que je crée d'autres formations à l'intérieur de cette communauté. Et on en parlait tout à l'heure, hein, que les gens, quand ils te font confiance, ils sont plus à même d'acheter. Moi, dans la communauté de la bulle des émotions, j'ai créé d'autres ateliers de la bulle des émotions pour les bouts de chou, les ados, les adultes, les seniors, périnatalité, sophropédagogie. Et donc, du coup, ces modules complémentaires, je les vends aux sophrologues de la bulle des émotions exclusivement. Et donc, ça m'a permis d'augmenter aussi mon panier moyen, de faire des upsells, on va dire, à l'intérieur. Voilà. Donc, le meilleur conseil, ça a été ça. Ça a été le modèle économique. Je pense que le contrat de licence de marque, il m'a beaucoup aidé au départ pour me développer. Parce que vendre de la formation, c'est bien. Mais après, il faut savoir les garder. Et juste pour la petite histoire, les premières que j'ai formées en 2017, pour la plupart, sont toujours dans la bulle aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on s'y sent bien dans le réseau de la bulle des émotions. Donc, je suis assez contente d'avoir réussi à fédérer et à maintenir toutes ces sophrologues-là. Aujourd'hui, rentrer dans la bulle, je fais une sélection, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que les gens m'appelaient, tu veux rentrer, super, merci pour ta confiance. Aujourd'hui, il y a une vraie sélection, c'est-à-dire que je m'assure que les sophrologues qui rentrent dans la bulle partagent les mêmes valeurs que moi. Ouais. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un super grand réseau, j'ai envie d'avoir un réseau qualifié avec des sophrologues qualifiés qui portent les mêmes valeurs. Et voilà, et tout ça, j'ai pu le faire grâce au contrat de licence de marque. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé. Ça mériterait de faire un autre podcast pour vraiment rentrer dans les détails de ton business model parce que je trouve ça tellement intelligent. Parce que du coup, tu as du récurrent tous les ans qui tombe. C'est du récurrent, ouais. Ce qui, j'imagine, ça va te payer tous les coûts fixes mensuels du business ou en tout cas une bonne partie. Je pense que je suis, j'ai pas d'études là-dessus, mais je pense que je suis une des rares sophrologues à avoir un chiffre d'affaires à 6 chiffres, quoi, hein, ouais. Clairement. Mais ça m'a permis ça, oui, ça m'a permis à la fois tous les ans. Pardon ? Et un business qui est revendable. Oui, parce que là aujourd'hui, je suis en train de monter ma holding. Je suis en train aussi d'optimiser, on va dire, tout le montage et oui, le contrat de licence de marque, ça a aussi la possibilité de te verser une licence aussi à toi en tant que personne, une redevance annuelle. Donc oui, il y a plein d'avantages à ce modèle économique. Qui va pas être taxé de la même façon, j'imagine. Exactement, avec la holding, du coup, c'est différent. Donc, il y a plein de montages. Donc, j'ai une avocate fiscaliste maintenant qui m'aide parce que, alors, pour moi, la compta et tout ça, laisse tomber, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, encore une fois, l'importance d'être bien accompagné. J'ai une OBM aussi qui m'accompagne depuis 3 ans. J'ai 2 CM aujourd'hui, 2 community managers. Donc, j'ai réussi aussi à déléguer au bon moment et ça je trouve que c'est aussi important pour celles et ceux qui, à un moment donné, se sentent, sous ce plafond de verre, qui se sentent un peu bloqués en se disant ça prend trop de temps, j'arrive plus à augmenter mon chiffre d'affaires parce que je sais plus comment faire. À un moment donné, ça fait peur, mais déléguer, quoi. Ça a été la meilleure décision de ma vie aussi, c'est de déléguer parce que ça m'a permis de vraiment me reconcentrer sur ma zone de génie, de pouvoir créer de nouveaux produits à vendre et de pouvoir automatiser mais tellement de choses. Je perdais tellement de temps à faire des choses répétitives. Aujourd'hui, on peut faire l'automatisation, c'est trop bien, quoi. Donc, ouais, déléguer, n'ayez pas peur de ça. Ça, c'est un gros game changer. C'est clairement. clair. Le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. Je vais te poser la question. C'est quoi ton différenciateur inné ?
Je crois que je suis une sophrologue pas comme les autres. Je crois que de toute façon, dès la formation, je me suis pas reconnue dans l'archétype, on va dire, de la sophrologue très calme, très douce, enveloppante, etc. Moi, j'avais plutôt un côté punchy, rigolote, etc. Je pense que ce qui me différencie vraiment des autres, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est le fait d'avoir une appétence pour le développement, le digital, la nouvelle technologie, etc. Et qui a fait que j'ai réussi à passer ce step-là. Et sans doute aussi mon mindset, mais voilà en quoi je pense que je suis une fonceuse en fait, j'ai pas peur, voilà, j'y vais et puis je me dis au pire il se passe quoi. Je me dis souvent si le non tu l'as déjà, donc va chercher un oui, tu sais quand t'as peur de demander quelque chose, tu dis bon allez vas-y, de toute façon t'as rien à perdre, qui ne tente rien à rien, donc voilà, je pense que c'est ça mon élément différenciateur. J'ai une punchline sur ça, c'est un non est un oui en formation. Exactement, ouais. Et puis au pire, si ça reste un non, c'est pas grave. Plus t'as de non, plus ça te rapproche du oui aussi. Donc C'est ce que je me dis quand j'enchaîne les noms, je me dis, ah, mais le oui, il doit pas être loin, là. je crois qu'il faut 7 non pour avoir un oui. Donc à chaque fois que vous avez un non, dites-vous, bah c'est bon, je suis en train d'avancer, je suis sur le chemin, tout va bien. Exactement. Et pour les sophrologues, voilà, qui nous ont écoutés aujourd'hui, ou même pas que les sophrologues, mais qui veulent te contacter, ils te contactent où? Alors, ils peuvent me contacter sur Instagram. Donc, j'ai un compte La Bulle des Émotions et un compte Sophie Lemillot aussi. Ils peuvent me retrouver sur le site internet. S'il y a des entrepreneurs qui sont parents, qui recherchent des ateliers près de chez eux, par exemple, sur le site de La Bulle des Émotions, ils peuvent trouver un atelier. Pour les entrepreneurs qui se diraient, ah, mais moi, ça me parle vachement ce qu'elle vient de dire là sur les blocages, etc. J'aimerais bien avoir une séance. Sachez que je fais de la visio aussi. Je fais de la supervision, etc. Donc, j'ai des séances en ligne. Donc là, c'est sur mon calendrier. Je dirais que le réseau sur lequel je suis plus active, c'est quand même Instagram. Donc c'est là où on va pouvoir me trouver plus On facile. te mettra le lien en dessous pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui veulent te contacter, Sophie. C'est gentil. C'est parfait. Et donc, moi, j'ai ma mission, moi, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Donc, aujourd'hui, on a révélé ton potentiel pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne te connaissaient pas encore. Et sur la partie connecter l'humanité, moi, j'imagine une humanité, tu vois, qui est tout le monde s'entend. On peut tous faire une grande chaîne, une grande ronde. Et pour ça, je te demanderais quelle est l'autre personne. Est-ce que tu souhaites que j'interviewe sur ce podcast et que tu as dans ton réseau? Ouais. Alors c'est un homonyme, donc c'est pas forcément celle dont vous pensez, mais moi je t'ai recommandé Aline Bartoli de Sofrenzen. Donc c'est pas Aline Bartoli de Beboost, mais Sofrenzen parce que je trouve que donc elle est formatrice en hypnose et je trouve qu'elle mérite d'être plus connue parce que c'est une professionnelle mais hors pair, d'une extrême pédagogie, de grandes compétences. Et dans les métiers d'accompagnement aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se font en ligne, on a beaucoup de formations rapides et je trouve que ça dénature aussi parfois les choses. Et moi, j'ai été formée en hypnose avec Aline et je suis formatrice chez elle aujourd'hui pour la formation enfant. Et je trouve qu'elle mérite d'être connue, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose. Pour moi, c'est la meilleure. Aline, l'invitation est lancée, surtout avec un tel pédigré. J'ai qu'une hâte, C'est clair. c'est de parler avec toi, carrément. Bah écoute, le podcast touche à sa fin, Sophie, et je veux te laisser le gros mot de la fin. Le gros mot, je vais en dire 3. Oh, vas-y. Patience, persévérance, régularité. Patience, persévérance, régularité. Ça, c'est des mots qui devraient être gravés, inscrits sur les murs, que les gens devraient se répéter tous les jours. Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut avancer. Sophie, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Et puis toi qui nous écoutes, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain invité. Salut.